par la suite. Je me permets une petite introduction et puis on y va. Très bien. Super. Et ben alors bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Ah mince, on me dit qu'on voit un écran noir. Est-ce que tout le monde voit Juline ou non? Oui, je t'entends. Ouais, c'est bon? Il y a des gens qui font ça. Oui, c'est bon. Ah, ok. Ouais. Ok, parfait. Je pense que c'est qu'il y a eu un petit décalage, mais normalement c'est bon. On voit du noir derrière moi, mais ça, c'est normal. Oui, mais on vous voit bien. Du coup, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue du coup sur ce nouveau Why Not Talk. J'enseigne moins, ils apprennent plus, la classe autonome, qui va être donc animée par Juline Anquetin-Rault. Donc moi, je me représente pour ceux qui viennent d'arriver. Je m'appelle Camille Doliger, je travaille à la Why Not Factory, donc qui est l'incubateur du groupe IGS dans lequel on accompagne à la fois des étudiants et des entrepreneurs internes et externes au groupe dans la création, le lancement et le développement de leur entreprise. Et comme je le disais, oui, on a notamment lancé un Master of Science Entrepreneuriat qui est ultra tourné vers la pratique en partenariat avec l'école ESAM, d'où notre intérêt pour l'innovation pédagogique, pour adapter toujours nos programmes au plus près des besoins des entrepreneurs. Et donc, c'est pour ça qu'on a particulièrement souhaité rencontrer Juline qui va animer ce talk. Bonsoir Juline, du coup, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Et donc, vous êtes passionné d'enseignement et de pédagogie et vous l'expérimentez au quotidien auprès des jeunes avec qui vous travaillez. Et vous avez notamment été sélectionné cette année parmi plus de 8000 candidatures 8000. pour faire partie des 10 finalistes à travers le monde du Global Teacher Prize. Donc, félicitations et quel honneur de vous avoir avec nous ce soir. Juste avant de vous Merci laisser beaucoup. la parole, je voudrais vous demander à tous et à toutes de vérifier que vous avez bien coupé vos micros pour éviter de parasiter le talk. Évidemment, l'idée de ce talk, c'est quand même d'avoir des interactions et des échanges et de poser toutes vos questions à Juline. Mais donc, si vous avez des questions, je vous inviterai plutôt ou bien à lever la main en cliquant sur le petit bouton en haut à droite de l'écran, ou bien à les poser directement dans le chat. Et moi, je reste évidemment ici en modératrice pour les poser à Juline si besoin. Sinon, je vous passerai la parole et vous pourrez interagir directement. Et donc, Juline, je vous laisse la parole et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours et sur la classe autonome. Merci beaucoup. Alors moi, c'est vrai que je suis un professeur un peu atypique, mais comme il en existe des milliers en France, hein, parce que j'ai un parcours qui a commencé par un échec, puisque j'étais passionnée d'histoire et j'ai voulu devenir professeur d'histoire-géographie. Donc, je suis passée par la seule voie que je connaissais, c'est-à-dire les concours de l'éducation nationale. J'ai passé le CAPES et l'agrégation. Malheureusement, je les ai ratés à très peu de points près. Et ça a été vraiment un crève-cœur pour moi parce que j'avais l'impression qu'on m'empêchait de faire ce que j'aimais le plus au monde et ça a été très douloureux. Et j'ai décidé que ça ne m'empêcherait pas d'enseigner et que j'enseignerais en passant par d'autres voies. Et donc, je suis rentrée un peu comme ça dans des tout petits lycées, dans des petites écoles en Normandie, à Paris. J'ai créé une petite agence de soutien scolaire où j'étais auto-entrepreneur. J'ai fait partie des tout premiers auto-entrepreneurs quand on a lancé ce, ce procédé en 2009. Et donc, aujourd'hui, eh bien, je suis professeure en CFA, d'histoire, géographie, éducation morale et civique à Rouen. J'ai des élèves en CAP et en brevet professionnel, donc à partir de 15 ans jusqu'à 20 ans, 22 ans. Et puis, j'ai des classes adultes qui sont donc en alternance. Et puis, j'ai toujours mon agence de soutien scolaire. Là, je suis actuellement, je viens de laisser partir mes élèves il y a 10 minutes, où j'ai des élèves de la 6e à la terminale. Et je fais aussi bien des mathématiques, du français, de la philosophie, que de la préparation au grand oral, que des stages de mémorisation, des techniques pour voilà, apprendre les cours. Donc, je vois en fait des profils extrêmement divers et variés et je vois arriver dans mon agence
des cours, puisque je vois les cahiers, les élèves me montrent les cours de leurs professeurs, comment ils travaillent, etc., de tous les collèges et tous les lycées des alentours de Rouen. Et j'aime beaucoup ces deux approches parce que je trouve que les deux se nourrissent l'un l'autre. C'est-à-dire que quand je suis dans ma classe, parfois j'ai des idées ou des choses, je me dis tiens, il faudrait que je fasse ça en soutien scolaire. Et inversement, en soutien scolaire, quand je vois parfois des élèves arriver avec des consignes ou même moi, je me sens un peu perdue, je me dis ah, quand je vais rédiger mes consignes, moi, dans mon ENT, il faut que je fasse attention parce que moi-même, je sais que parfois, c'est compliqué. Et donc, il y a quelques années, je me suis retrouvée face à un constat, en fait, c'est que mes élèves que j'avais en soutien scolaire progressaient vraiment très vite, avaient des très bons résultats. Et les élèves que j'avais en classe, eh ben, ça fonctionnait moins bien. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ça fonctionne moins bien pour mes élèves qui sont en classe alors que je suis la même personne, j'enseigne de la même façon, avec la même énergie, la même joie, etc. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Enfin, ça fonctionne moins. Et la question, je me la suis posée et la réponse, elle est venue assez simplement. Je me suis dit, mais en fait, j'enseigne pas de la même façon. Dans mon agence de soutien scolaire, je les laisse faire. Je leur parle parfois presque pas. Je leur donne des fiches que j'ai préparées pour eux, des exercices de méthodologie avec quelque chose qui est évolutif et c'est eux qui font. Et donc, en faisant, ils apprennent mieux. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse ça dans mes classes. Donc, je suis partie, en fait, de ce que j'ai vu chez Montessori, chez Freinet, chez De Crowley, mais aussi beaucoup du terrain, de ce que je voyais sur le terrain. Et je me suis dit, OK, je vais essayer de mettre tout ce que j'aimerais dans une pédagogie en essayant de les faire manipuler, de les faire travailler seuls, mais en même temps, il faut que je respecte les programmes, mais en même temps, il faut qu'ils soient prêts pour l'examen. En même temps, bah, il faut que je respecte le fait que j'ai que 1h35 de cours 2 fois par semaine, donc je ne peux pas non plus leur laisser une liberté totale. Mais en même temps, je veux qu'ils apprennent le respect, je veux qu'ils apprennent la tolérance, je veux qu'ils apprennent l'entraide. Et puis en même temps, il faut de l'exigence parce que je veux les emmener loin et même plus loin que ce que parfois on demande dans les programmes. Donc j'ai pris tout ça, j'ai secoué et j'ai développé donc cette classe autonome avec vraiment 3 parties de cours. La première partie, ça reste un cours traditionnel classique d'information descendante parce que, déjà, j'adore ça. Et de 2, il y a plein de choses qu'on est obligé de faire passer aussi comme ça, avec ce cours, il n'est pas tellement magistral, mais ce cours classique, on va dire. Donc, ils ont un cours papier, il y a un diaporama, il y a des choses qu'on fait en groupe classe, ça crée une émulation, il y a des choses qu'on fait comme ça dans le cours. Ça, c'est 25% du temps. Après, il y a le deuxième temps qui est de la vérification. Je le fais moi avec des petits quiz sur téléphone, mais pendant des années, je l'ai fait avec des petites évaluations sur feuille. Enfin, ça peut se faire de plein de façons possibles. Et ça dure vraiment, c'est 10%, 15% du temps. Et après, j'ai le temps des ateliers. Et ça, c'est vraiment 50% du temps. 50% du temps, c'est les ateliers. Donc, ils ont une feuille d'atelier avec des ateliers, une liste, ils ont à peu près 10. Et ils le font dans l'ordre qu'ils souhaitent, autant de fois qu'ils le veulent, à leur rythme, ensemble ou séparément. Tous les ateliers sont autocorrectifs. C'est pour ça qu'on appelle ça une classe autonome, c'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment travailler en autonomie à leur rythme sans que quelqu'un vienne briser leur concentration, leur motivation. Quand ils ont fini, ils regardent dans le classeur correction, ils se corrigent, ils viennent me voir et moi je vais vérifier, je vais tamponner la feuille en disant OK, l'atelier A, il est OK, tu l'as validé, tu sais le faire. Ou ah là peut-être il faudra le refaire la prochaine fois parce que c'est pas encore complètement acquis. Et dans les ateliers, en fait, on met ce qu'on veut. On peut mettre de l'étude de documents classiques, on peut mettre des textes avec des choses à souligner, on peut mettre des exercices d'introduction, de rédaction de dissertation, on peut mettre des exercices de mathématiques, on peut mettre des flashcards, hein, ces cartes d'un côté avec une définition, de l'autre côté le mot. On peut mettre des choses à manipuler, on peut mettre des choses à planter. Moi, j'ai fait des petites planches de polystyrène que le professeur de pâtisserie du CFA m'a faites. Et puis dessus, on met
des schémas ou des cartes ou des tableaux, et puis on doit replanter avec des petits drapeaux les choses dessus. On a des casques de réalité virtuelle, mais on pourrait totalement s'en passer. Il y a plein de choses qu'on a fait à la main, hein. Et vous mettez vraiment ce que vous voulez dans ces ateliers. Et en fait, le jour où je l'ai vu fonctionner la première fois devant moi, ma classe autonome, je suis sortie de ma classe, je suis allée voir ma directrice pédagogique, j'ai dit: «Viens voir». Elle arrive dans la classe, elle me dit: «Mais tu me les as changés, c'est pas possible. C'est pas un cours d'histoire d'élèves de CAP boulangerie, c'est pas possible». C'est-à-dire qu'elle a vu une classe d'un seul coup complètement se mettre au travail, tout le monde, même les élèves un peu difficiles, même les élèves perturbateurs, également aussi les élèves qui étaient en difficulté par rapport à la langue française, parce qu'on a beaucoup d'élèves, nous, au CFA, qui ne maîtrisent pas encore totalement le français. Et elle a vu tout le monde en train de travailler, tout seul. Je discutais avec elle, et puis au bout d'un moment, elle me dit: «Mais c'est incroyable, ça fait un quart d'heure qu'on discute, mais eux, ils sont en train de bosser, quoi». Je dis: «Mais oui, parce que tout est fait pour que l'autonomie fonctionne et qu'ils aient vraiment cette liberté». Et là, on s'est dit: «C'est pas possible, ce truc-là, il faut qu'on le diffuse». Vraiment, c'est juste, c'était au-delà de mes espérances, et c'est mes élèves qui m'ont poussée à le diffuser. C'est eux qui m'ont dit: «Mais pourquoi on n'a pas toujours appris comme ça? Mais moi, si j'avais appris comme ça en école primaire, et ben, peut-être que j'aurais fait d'autres études, peut-être que j'aurais pas, ce passif douloureux avec l'école, j'aurais aimé qu'on m'apprenne plus comme ça», et cetera. Et quand on fait des sondages anonymes dans les classes qui pratiquent la classe autonome, 98 des élèves la recommandent. 86 des élèves disent se sentir bien ou très bien dans la classe. Aucun élève dit se sentir mal. Et 85 des élèves disent mieux apprendre avec cette technique. Et les notes, on les a vues, ont augmenté tout de suite, et elles continuent d'augmenter 3 ans après. Les élèves sont plus heureux, ils viennent avec le sourire, ils sont contents, il n'y a plus de problème de discipline, j'ai plus d'élèves qui me fait des boulettes de scotch sur la table, j'ai plus d'élèves qui s'endort. J'ai déjà entendu au moment de la sonnerie un élève me dire «Oh non, j'ai pas fini, j'ai pas fini mon atelier». Et là on se dit: «Mais attendez, c'est pas possible, quoi». Moi j'ai des élèves qui n'aiment pas l'école, hein, qui n'aiment pas l'histoire-géographie, qui me disent: «Je déteste ça, je n'aime pas ça, j'aime pas aller à l'école». Donc d'un seul coup, on a changé complètement la posture, et ça change tout. Donc voilà, c'est ça, cette classe autonome, c'est un mélange de plein de pédagogies, de ce qu'on voit sur le terrain, et elle évolue tout le temps, hein. Je la fais évoluer, là, il y a encore une semaine. Je me suis dit: «Ah, cet atelier-là, il est bancal, ça va pas, je le change pour l'année prochaine». Ça ne fait qu'évoluer tout le temps. Voilà, Alors, pour la classe je autonome. bah, merci beaucoup pour cette, explication détaillée, et je vois que j'ai déjà plein de questions qui vous arrivent. Alors je vais les prendre dans l'ordre. La première question, c'est: combien de personnes avez-vous par classe? Alors je sais que vous nous avez donné des chiffres, je ne sais plus s'il y avait Ouais. le nombre, d'élèves par Alors, classe? au maximum, on en a 30, parce qu'on a des classes avec 30 chaises et tables. Donc, on ne peut pas en avoir plus que 30 dans notre CFA. OK. Les plus petites classes, ils sont 12. C'est les classes de vente ou de fleuristes. Mais sinon, on monte à 30. Ouais. OK. On me demande également comment vous faites pour assurer la progression globale du groupe? Enfin, pour pouvoir avancer dans les CM, comment, quand chacun avance à son rythme? Ah oui. Alors, en fait, le cours de 20 minutes, c'est moi qui le gère, en fait. C'est moi qui fais le cours de 20 minutes avec eux, enfin, les 25%, hein, parce que moi, j'ai 1h35 de cours, mais ça fonctionnerait très bien si on le faisait sur 1 heure, hein. Il suffit de respecter 25, 15, 50%. Donc c'est 25 du temps qui sont en cours. Nous, on le fait, et moi, c'est comme ça que je fais évoluer le chapitre. J'ai mis dans cette partie-là du cours vraiment la trame, la trame principale, ce que je veux absolument qu'ils comprennent. Et après, tout le reste est en atelier, et effectivement, chacun va aller à son rythme. Donc, ils ont 3 séances ou 4 séances pour faire tous les ateliers. Et là, à la fin, une fois que tout le monde a fini, a fait tous les ateliers, eh bien, on fait un contrôle qui reprend un petit peu de chaque atelier. OK, OK, OK. Et on me demande si on peut le promouvoir en école primaire. Alors effectivement, ça c'est Ça une vient de l'école primaire, ça vient de l'école primaire. Je me suis inspirée des instituteurs et des professeurs des écoles qui font des trucs de fou. Ils ont des idées incroyables. Donc, je me suis complètement inspirée d'eux. Ah non, non, complètement, ça vient de l'école primaire. C'est eux qui le font le plus.
Et dans ce cas-là, peut-être, alors ça c'est ma question, je l'élargis, comment le promouvoir aussi à grande échelle auprès de l'école primaire? Parce que j'ai l'impression que c'est des initiatives plutôt isolées, non? C'est des initiatives vraiment des enseignants eux-mêmes? Oui, Euh, souvent, mais souvent, ce sont des initiatives des enseignants. Et en fait, il y a plein d'enseignants qui font exactement pareil que moi, hein, en lycée pro, en collège. J'ai rien inventé. On est plusieurs à avoir eu cette idée-là. Et j'ai vu, il y a quelques mois, un professeur aux États-Unis qui fait ça depuis des années et ça fonctionne, ça cartonne. Donc, on est plusieurs à avoir eu cette intuition qu'on apprenait mieux en faisant et en étant concentré sur ce qu'on fait. Comment le promouvoir à grande échelle? Pour moi, le promouvoir à grande échelle, c'est former les enseignants à utiliser cette méthode et leur montrer déjà que ça fonctionne. Parce que moi, quand j'ai commencé la classe autonome, il y avait une de mes collègues au CFA qui partait à la retraite, qui enseignait vraiment avec les vieilles méthodes. Et c'est pas du tout méchant quand je dis ça, parce que j'utilise aussi, hein, c'est pas que de l'innovation, c'est pas que du numérique. Là, à l'agence de soutien scolaire, j'ai un bled de 1948, je l'utilise toujours. Donc, j'utilise aussi les vieilles techniques quand ça fonctionne et quand c'est efficace. Et elle enseignait vraiment euh, comme elle avait appris dans sa carrière et elle me disait toujours, oui, mais toi, c'est du jeu, c'est du ludique, etc. Et un jour, je lui dis, viens voir. Je lui montre les élèves avec les puzzles Montessori apprendre la totalité des pays d'Asie en 20 minutes. Des élèves qui vraiment sont dans des classes de remédiation, hein. J'insiste vraiment, des élèves avec des grosses difficultés. Elle a vu ces élèves-là être capables de sortir tous les pays d'Asie en 20 minutes. Elle m'a dit, ouais, ok, d'accord, ça marche. ok, on me demandait justement la question suivante, c'était quel était le profil de vos élèves? En CFA, on a de tout. En CFA, on a de tout. Dans la même classe, vous pouvez avoir un élève qui a redoublé, qui sort de quatrième, à qui on a dit de toute façon, vous ne pourrez faire qu'un CAP, à tort d'ailleurs. Et puis, vous avez j'ai déjà eu des élèves qui sortaient de l'université et qui avaient dit moi, je veux être pâtissier, et donc qui retournent, qui arrivent dans cette classe-là. Puis, on a des élèves qui sortent de troisième, des élèves qui ont fait une année de seconde, des élèves qui arrivent, des mineurs isolés. On a de tout. Dans une seule classe, vous avez vraiment, en termes d'hétérogénéité, je pense que les centres de formation, les écoles en apprentissage, on a une échelle. Enfin, c'est immense. C'est Ok. immense. Et dans Donc, il les... faut tous les emmener. Il faut tous les emmener. Et c'est ça qui était difficile au début. Moi, j'avais vraiment du mal. Et quand j'ai commencé à créer les ateliers, pour certains ateliers, j'ai fait 3 niveaux différents. En fait, j'ai individualisé. Et donc, Ok. sur 3 niveaux, alors nous, c'est Phénix, Dragon, Sphinx, parce que je voulais pas mettre de numéros pour pas qu'il y ait une hiérarchie. Et ils me demandent en début d'année, ben, moi je suis quel niveau? Alors je leur dis, bah, toi tu es Phénix, toi tu es Dragon, et ils font l'atelier qui correspond vraiment à leur niveau. Et ça enlève bah, l'élève qui s'ennuie parce que c'est trop facile pour lui, ou l'élève qui s'ennuie parce que c'est trop dur pour lui, et que de toute façon il dit, il regarde la feuille, non, c'est même pas. Alors voilà, on a adapté comme ça. Et ça, moi j'ai appris à faire ça en formation. Donc encore une fois, la formation des enseignants, aujourd'hui c'est la clé. Moi je ne savais pas faire ça il y a 10 ans, c'est vraiment, on me l'a appris à individualiser. Mhm. Et du coup, comment ça se passe, la répartition dans ces trois groupes? C'est dès le début d'année, vous testez leur niveau ou comment est-ce que C'est après le c'est au premier fur et à mesure? contrôle. C'est Ok, après le premier contrôle. Et puis, ce qui est génial quand vous faites de la classe autonome, c'est que vous avez le temps d'observer. Pendant le temps d'atelier, vous avez le temps d'observer. Et vous voyez vraiment, du coup, l'élève qui est en difficulté, l'élève qui a des facilités, l'élève qui est meneur du groupe, l'élève qui est force de proposition, mais qui n'est pas le leader. Enfin, on voit plein de choses. Et ça permet ensuite de voir vraiment les niveaux. Et puis, on peut réévaluer en cours d'année. Un élève qui est phénix peut tout à fait passer dragon. ok, ok. Donc ça, vous le réajustez en Oui, cours de route. bien sûr. Ok. On me demande si vous pouvez citer un exemple d'atelier, justement. Oui, bien sûr. Bah, par exemple, aujourd'hui, on travaille sur la Révolution nationale de la France de Vichy. Donc, ils ont cette fameuse affiche qu'on a tous étudiée à l'école. Vous savez, les deux maisons, celle qui se casse la figure et puis celle qui est bien parce qu'elle repose sur des piliers extrêmement solides. Eh bien, cette feuille-là, elle est tout simplement sur une planche effaçable, c'est-à-dire que dessus, j'ai collé un transparent. Vous savez, ce qu'on avait à l'époque dans les rétroprojecteurs. Et les élèves, avec des stylos adaptés, eh bien, ils doivent entourer des choses sur cette carte, entourer la critique de la démocratie, entourer ce qui montre que le maréchal Pétain
est un militaire et donc met des choses liées à la discipline et à l'armée dans son programme de révolution, etc. Et donc, ils peuvent effacer et refaire autant de fois qu'ils le souhaitent et se corriger. On a ça, on a un atelier avec toutes les villes de France sur du polystyrène. La carte, elle est posée sur du polystyrène. Les élèves ont des petits drapeaux que j'ai fait avec des cure-dents. Ils les posent sur la carte. Et puis, au début, ils ne savent pas. Donc, ils posent un peu n'importe comment. Ils vont chercher le classeur de correction dans lequel il y a toutes les corrections. Ils regardent, ils refont. Ils enlèvent, ils se réentraînent. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils le souhaitent. Tant que eux, ils se disent pas, non, c'est bon, je le maîtrise, ils peuvent le refaire. Ok, ok, super clair. Et on me demande aussi si un atelier couvre un seul objectif ou plusieurs. Ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment des ateliers. Non, ça dépend vraiment des ateliers. On peut avoir dans un atelier plusieurs choses qui vont être liées à la connaissance et la compétence quand on commence à faire de la rédaction. Ça peut vraiment être. Ça dépend. Après, c'est vrai que moi, j'essaye de faire un atelier, une idée, une compétence ou une connaissance, parce que j'ai aussi beaucoup d'élèves qui ont des troubles de l'apprentissage, donc des dyslexies, des dysgraphies, des dysphasies, etc. Et voilà, on essaye de focaliser sur une seule chose pour ne pas les perdre, mais ça dépend des ateliers. Ok, ok. Et au début, quand vous présentiez la classe autonome, vous avez cité quelques chiffres que j'ai pas forcément tous notés, mais on me demande que disent les 15% qui restent. Donc j'imagine qu'il y Et les avait 15%, oui. 85% d'élèves. Donc, il y a ceux qui disent vraiment se sentir très, très bien dans la classe. Il y a ceux qui disent se sentir bien. Et les autres, ils disent je me sens ni mal ni bien. Mais il n'y en a Ok, aucun qui dit je me sens pas bien, je me sens mal, ça m'angoisse. Il n'y en a aucun. ok. Donc tout le monde, oui, se reconnaît quand même dans ce C'est le rythme. but, c'est vraiment le but de cette pédagogie. Et dans les 98% qui la recommandent, les 2%, je cherche encore pourquoi ça ne fonctionne pas sur eux. Alors, parce que déjà, c'est anonyme, le sondage, donc je ne peux pas trop savoir qui a répondu, mais je le vois quand même dans la classe, ceux qui accrochent et ceux qui accrochent moins. Et il y a un type d'élèves pour lequel j'ai trouvé pourquoi c'était plus difficile pour eux la classe autonome, c'est les très très bons élèves. Les très très bons élèves qui ont été habitués à être mis en avant et à briller dans la classe, bah là d'un seul coup, ils sont tout seuls devant leur atelier, ils réussissent super bien, mais personne ne les voit. Donc eux, parfois, peuvent avoir du mal. Et j'ai un autre type d'élèves qui n'aiment pas la classe autonome, mais qui n'aiment pas non plus la façon classique d'enseigner. Donc, qui reste une énigme pour moi, je continue de chercher. Je continue de chercher pour ce 1%. Je cherche. Pourquoi lui, vraiment, c'est un élève avec qui j'ai pu discuter un peu et qui est hyper actif. Et on essaye de trouver pourquoi ces deux méthodes-là ne lui correspondent pas. Ok. Et du coup, sur la partie reconnaissance, vous mettez en place des choses pour que les élèves soient un peu reconnus en fonction de leur réussite. Alors du coup, j'imagine qu'effectivement, l'élève qui est très bon et qui a toujours été habitué à être le premier de la classe est peut-être moins mis en avant, mais il y a des méthodes de valorisation de tous les élèves. Alors, en fait, sur la feuille d'atelier, moi, je mets des tampons. Ça n'a aucune valeur de note, hein. C'est juste des tampons pour dire c'est bon, c'est très bien, encore un petit effort, tu vas y arriver. Là, peut-être, il faudra retravailler la prochaine fois. D'accord. Si j'oublie le tampon, mais ils me courent après dans la classe, hein. Ils veulent leur tampon. Alors, je leur dis, mais ça n'a aucune valeur de note, etc. Et quand on a oublié la fois d'après, dès qu'on commence à faire les ateliers, ils sont tous derrière mon tableau, enfin mon bureau, avec leurs petites feuilles, genre, vous m'avez pas tamponné, vous m'avez pas tamponné. Ils veulent absolument cette estampille, comme quoi ils ont bien fait, ils ont réussi. Et, et je leur explique aussi qu'il n'y a pas de mérite, enfin, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas d'intérêt à tricher. Parce que s'ils me disent oui, j'ai tout bon et qu'ils ont excellent partout sur la feuille, à la fin, au contrôle, le contrôle reprend ce qu'on a vu dans les ateliers. Donc, je vais le voir que c'est pas du tout acquis. Donc, Mhm. déjà, je leur dis ça. Et de deux, je leur explique souvent que eux aussi font partie du processus de création de la classe autonome. Et que c'est à travers eux et leurs résultats que je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et que donc, s'ils trichent, je ne vais pas voir que mon atelier, il est mal fait. Et donc, ça ne va pas le faire pour les élèves qui vont venir après. Et ils sont assez sérieux là-dessus. Et je dédramatise beaucoup sur les notes en leur disant quand on fait le contrôle, vous faites du mieux que vous pouvez. Moi, ça me permet de voir si mes ateliers sont bien conçus. Et puis, si vraiment c'est pas bon, vous inquiétez pas, vous pourrez refaire à la maison, retenter.
Parce que le but, c'est pas la note, c'est vraiment de comprendre. Et, et vraiment ça, je le répète, je le répète, je le répète, je le répète tout le temps pour que ça rentre et que ils comprennent mieux. Et puis, ce que je fais vraiment en tout début d'année, c'est que je les mets en situation de réussite. C'est-à-dire que les premiers cours, les premiers ateliers, c'est vraiment pour apprendre la classe autonome. C'est facile. Le contrôle, c'est exactement ce qu'on a vu dans les ateliers. Et donc, ils ont des super bonnes notes. Et ben, après, ils ont juste envie après de continuer. Donc, on arrive à les pousser et à les emmener plus loin et à leur faire des choses plus difficiles parce qu'on les a mis légèrement en dessous de leur niveau. Donc, ils sont en situation de réussite et donc, ça fonctionne. Ok, intéressant. J'ai une question d'Emma Servinski qui nous demande si votre organisation des ateliers peut-elle être comparée avec les plans de travail de Sylvain Connac. Alors oui, ça ressemble à des plans de travail, tout à fait. C'est exactement ça. Et moi, je me suis inspirée de Sylvie Desclèpes, qui a un collège Montessori en France. Et j'avais vu une vidéo où elle expliquait ça, qu'ils avaient des feuilles avec des plans comme ça. Ils faisaient un peu dans l'ordre qu'ils voulaient, ils faisaient à leur rythme. Je me suis totalement inspirée d'elle, en tout cas, pour faire ça. Ok. Pardon, vous avez dit Sylvie comment? Excusez-moi. Ah pardon, c'est là j'ai... Sylvie D apostrophe E-S C-L-A-I-B-E-S, je crois, de mémoire. Merci. C'est alors, ça, voilà, Sylvie Desclèpes. Ouais, c'est ça. Desclèpes, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, j'ai une autre question. En lycée pro, on fait les séances sous forme de contexte pro avec des missions dans lesquelles ils répondent à des questions pour ensuite faire une synthèse. Comment mettre en place la classe autonome en commençant par 20 minutes de cours? Alors là, pour moi, il faut que je voie le cours pour pouvoir dire aux gens comment le mettre en classe autonome. Mais en fait, il faut le voir. Il faut que je voie une grille papier ou un cours papier, que je vois ce qu'ils font réellement en fait et dire bah voilà, ça par exemple on peut le mettre en classe autonome, telle question on peut le mettre en atelier autonome, telle compétence que vous voulez qu'ils acquièrent on peut le mettre comme avec une étude de document ou avec une étude de vidéo. Si vous voulez qu'ils apprennent ces définitions là on va les mettre en flashcard, etc. Mais il faut le voir en fait pour voir comment on peut le mettre en classe autonome. Après j'ai fait des vidéos dans lequel j'explique comment ça s'adapte à différentes matières qui sont sur YouTube, que vous pouvez regarder, qui s'appelle Instant Pédagogie. Et j'ai fait justement un vrai modèle. J'ai pris un modèle de chapitre que j'étais en train de transformer en classe autonome. J'ai fait une autre vidéo où j'explique comment adapter en français, en physique, en mathématiques, en philo, en fleuristerie, en boucherie, etc. Donc peut-être que vous allez trouver des choses utiles dans les modèles, dans les vidéos. Merci Juline. Et j'ai un de mes collègues qui est juste à côté de moi qui rebondit sur ce que vous étiez en train de dire et qui me demande au niveau des temps de préparation, combien de temps vous mettez à préparer chaque cours? Parce que j'imagine là vous parlez de format vidéo, etc. Même la construction de toutes les de tous les outils que vous utilisez doit prendre un certain temps. Est-ce que Tout à fait. Alors, ouais, je vais de plus en plus vite. Je tiens à le préciser. ok. C'est-à-dire que avec l'expérience, on va de plus en plus vite. La dernière fois, j'ai réussi à créer une demi-classe autonome en une demi-journée. J'étais très fière de moi. Mais en vrai, si je le chiffre, un chapitre un chapitre qui fait 5 heures, c'est 50 heures. Vraiment, du moment où je me dis, je prends ma feuille, qu'est-ce que je mets en atelier? Au moment où il est fini, il y a toutes les pochettes avec les consignes dans les pochettes, tous les ateliers qui ont été fabriqués, c'est à peu près 50 heures. Mais après, ça dépend des ateliers que vous allez fabriquer. Parce qu'en fait, ce qui prend du temps, c'est de fabriquer tous les ateliers en 3-4 exemplaires. Quand vous avez une classe de 30 ou de 35, il faut 4 exemplaires de chaque atelier. Donc, ça va prendre du temps. Mais j'ai des collègues qui me disent faire les ateliers en 10 exemplaires. Donc, il y a des gens encore plus fous que moi. Ça, c'est de la folie, 10 exemplaires. Pourquoi? Moi, j'en fais que 3. D'accord, ce qui est déjà très conséquent. Et du coup, est-ce que vous avez dégagé des espèces de process qui vous permettent justement de gagner du temps aujourd'hui par rapport au départ, ou peut-être des étapes intermédiaires qui font que vous n'avez pas à développer tout à chaque fois?
Oui, bah, les consignes, déjà, toutes mes consignes, elles sont déjà rédigées, donc j'ai plus qu'à changer 1 ou 2 mots dans chaque consigne et pour les réimprimer. Et puis ma façon de penser, elle va beaucoup plus vite, en fait. Quand je vois un chapitre, tout de suite, en quelques minutes, j'arrive à me dire: «OK, ça, je le mets dans tel atelier, ça, je le mets sur tel atelier». Moi, j'ai développé 12 ateliers différents, 12 types de matériel différents. Donc on a, les flashcards, les mind maps, donc les cartes mentales, les études de documents, les vidéos, les quiz sur, téléphone, sur document, les jeux en ligne, les planches effaçables, les draps, ce que j'appelle les drapeaux, hein, les drapeaux qu'on plante sur le polystyrène, il y a la réalité virtuelle, il y a de la recherche et il y a de la rédaction. Je ne sais pas si ça fait 12, j'en ai peut-être oublié, mais je le redis, hein, dans les vidéos. Ok. Et le but, c'est d'essayer de voir le chapitre sous plein d'angles. Et c'est ça qui capte aussi leur attention, parce qu'on est quand même sur des générations où on est habitué à ce que ça aille vite, que ce soit facile, que ce soit rapide et que ce soit différent. Donc, je ne vais pas mettre 4 études de documents dans le même chapitre en atelier. Je vais mettre une étude de document, une vidéo avec un quiz, un truc à faire en réalité virtuelle, un document sur planche effaçable, un truc en flashcard, un truc en, en drapeau à planter, quelque chose avec de la recherche, quelque chose avec de la rédaction, pour que ce soit très varié, les jeux en ligne, enfin voilà, plein de choses pour que ce soit le plus varié possible. Et on utilise autant le crayon, la feuille que le téléphone. Ok, ok, ok. Super, super chouette. Et on me demande aussi, dans le processus de création de vos ateliers, quelles sont les conditions de succès? Alors, c'est la consigne. Il faut que la consigne soit hyper claire. Et même parfois, ils lisent même pas la consigne. Ils prennent l'atelier, ils prennent ce qui est palpable, ils prennent et après ils arrivent à leur table, ils font: «Je sais pas ce qu'il faut faire». Lis la consigne. Donc les consignes doivent être vraiment bien rédigées pour qu'ils puissent les comprendre seuls et c'est ça qui va faire l'autonomie. Si la consigne est mal rédigée, les élèves vont venir tout le temps vous demander et du coup, vous allez vous fatiguer parce qu'il y en a 30 qui vont vous demander, en même temps. Donc, il faut bien rédiger les consignes et ensuite, il faut bien faire les corrections. Puisque tout le matériel est autocorrectif, il faut très bien rédiger les corrections. Et moi, quand je fais les corrections, j'écris la correction d'une couleur et d'une autre couleur, je mets comment j'ai fait pour trouver ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Où je suis allée chercher dans le document pour trouver. Parce que juste leur mettre la correction, la réponse rédigée, bah, ils se disent: «Oui, OK», ils recopient. Mais souvent, là encore, il y a 1 heure, mes élèves, on faisait de la philo et ils me disaient: «Mais comment tu arrives à trouver la problématique?» Ils essayaient de me dire: «Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu arrives à trouver la problématique?» Donc j'essayais de leur expliquer, voilà, aussi ce qui est important, c'est le cheminement. Mmh. Comment j'ai fait? Quelles questions je me suis posées pour arriver à trouver la réponse dans ce document? Donc je leur mets ça d'une autre couleur et je suis en train de me dire que je vais peut-être le faire en vidéo. Faire des explications vidéo en disant, «Bah, regarde, tu vois là le document sur Londres, on te demande de trouver, quel bâtiment, est utilisé, d'un point de vue économique. Bah, qu'est-ce que je dois regarder?» Et leur faire vraiment tout mon cheminement en vidéo, plus que par OK. l'écrit. Parce que moi j'ai des élèves qui fonctionnent beaucoup avec la vidéo et d'ailleurs tous les cours de 20 minutes, hein, ces cours classiques, ils sont tous en vidéo. Sur YouTube, ils peuvent tous les retrouver quand ils sont absents ou quand ils arrivent en cours d'année ou quand ils veulent réviser. OK, et est-ce qu'à la fin de chaque cours, vous leur demandez un petit peu leur retour sur ce qu'ils en ont pensé, de l'atelier? Ou vous avez alors au-delà des KPIs, mais des retours même, qualitatifs sur ce qu'ils ont regardé en priorité, sur les points éventuellement de blocage et cetera? Comment vous J'ai pas besoin. améliorez vos Non, je leur demande pas parce que je les observe, donc je OK, le vois. vous voyez En fait, je directement. vois tout de suite. Il y a un atelier que j'avais créé une année, j'ai vu un élève le faire, il a mis 45 minutes pour le faire, je me suis dit: «OK, celui-là, il est pas bon. On change». On voit les élèves quand vous avez moi j'ai 5 fois, non 3 fois cette année, 3 fois les mêmes classes. Quand la question pardon, elle revient à chaque fois de plusieurs élèves différents sur le même chapitre, c'est que soit la consigne est pas bien faite, soit il manque la correction et qu'elle est pas bien faite, ou l'atelier est mal pensé en fait. Donc c'est par Oui. l'observation. Oui, les points de blocage, vous les voyez, directement, au fur et à Et mesure. je tiens à préciser que je ne fais pas de la classe autonome pour tous les chapitres. Je le fais pour l'histoire-géographie.
En éducation morale et civique, je fais pas de classe autonome. Je fais autrement. Je fais avec des jeux de rôle, je fais avec des débats. Là, en ce moment, on fait la politique en cours, on fait les partis politiques. Donc, on se lève dans la salle, on pousse toutes les tables, on fait des jeux où il faut retrouver quelle idée vient de quel parti politique, etc. Mais c'est pas en classe autonome. C'est encore quelque chose d'un peu atypique, mais je trouve que c'est intéressant de ne pas leur faire tout le temps la même chose aussi. Ok. Parce que j'en suis persuadée que l'éducation, ce n'est pas une science exacte et qu'il faut tester plein de choses et qu'il ne faut pas tout axer sur la même pédagogie. Donc, je fais d'autres choses aussi. Je fais aussi des escape games. J'ai déjà fait des jeux de pistes dans Rouen sur le Moyen-Âge, des Jeanne d'Arc, etc. Donc, on peut faire sur plein d'autres choses. Et pourquoi la classe autonome, du coup, plus sur des cours d'histoire géo, c'était plus parce que c'est par là que vous avez commencé ou c'est parce que c'est particulièrement adapté à ce type Ouais, de... oui, je trouvais que ça s'y prêtait très bien. Ok. Je trouvais que ça s'y prêtait très bien. Et sur l'éducation morale et civique, on est plus dans un débat, on est plus sur des choses où ils ont envie de parler entre eux. Là, c'était la semaine dernière, on a fait les religions. Ils ont des questions, ils sont hyper curieux, ils ont besoin d'être ensemble, d'être dans la classe, de poser les questions. Donc, dans ce cas-là, on fait des jeux par groupe, on fait autrement, on fait d'autres choses. Ok. Oui, l'idée, c'est de faire jouer l'intelligence collective aussi, Ah, j'imagine, quand il y a besoin de plus d'échanges de groupe. Je exactement. me demande où est-ce que vous enseignez. Alors, je vous ai entendu citer Rouen, mais Oui, du coup... CFA Simone Veil de Rouen. Nous, on forme les métiers de bouche, donc boucher, charcutier, pâtissier, fleuriste, je ne sais pas ce qu'ils font là. Euh, boucher, poissonnier, chocolatier, traiteur, voilà. Ok. Et on me demande à quoi ressemble la feuille de validation des ateliers. Ah, j'en ai pas là. J'en ai pas, mais vous les avez sur mon site internet. Vous pouvez les trouver sur mon site internet. Elles y sont toutes, presque, je crois. Mais comme je suis en train de retravailler le site, il y a peut-être des choses qui ont bougé. Mais ça ressemble à un tableau, en fait. Si je vous le dessine, ça ressemble vraiment à un tableau avec d'un côté le nom de l'atelier et de l'autre côté la date et l'appréciation. Il s'appelle comment votre Euh, site internet, pardon? Je vais peut-être le mettre dans le chat. oui, ça ressemble à ça. D'un côté, vous avez les ateliers A, B, C, D, E, et puis là, moi, je mets le tampon. Et parfois, ils mettent la date et ils se mettent des petites appréciations. Ils se disent, oui, celui-là, je vais le refaire la prochaine fois. Parce qu'il faut préciser qu'en CFA, moi, je les vois une fois toutes les 3 semaines. Enfin, une semaine toutes les 3 semaines. Ok. Donc, parfois, on dit, oui, alors là, ok, mes flashcards, je les connais, mais dans 3 semaines, on va peut-être les revoir une fois, quoi. Mhm. Et ce qui Donc, est le site internet. Le site internet, c'est ok. Roux-Réaubourg, mais en Ouais, fait, j'ai trouvé. tapez Julie Nanquetin-Raud dans Google, vous allez me trouver. Ouais, J'ai pas j'ai d'homonyme. Très bien, je le mettrai dans le... Vous allez le trouver, non, vous allez le trouver parce que le nom est compliqué. Mais ce que je trouve super en fait, et j'en suis encore bluffée, et j'étais encore bluffée ce matin en cours, c'est à quel point la manipulation, ça joue sur la mémoire. Ce matin, je leur ai fait apprendre les présidents de la Ve République dans l'ordre. J'utilise pour ça des poupées russes. Donc il y a le général de Gaulle qui est tout au bout dans la poupée, et puis ça remonte comme ça jusqu'à Emmanuel Macron. Et j'ai des élèves, vraiment des gros dyslexiques, qui ont vraiment un passif douloureux avec l'école, et en 10 minutes, c'était bon, quoi. Ils étaient capables de me les citer dans l'ordre, dans le désordre, en fonction des poupées. Même eux, ils étaient super contents, ils étaient super fiers d'eux. Et voilà, pour moi, c'est la magie de la manipulation. Le fait de leur faire manipuler, alors que j'aurais mis exactement la même chose sur une feuille, en leur disant apprends-le dans l'ordre ou dans le désordre, non, ça n'aurait pas été aussi efficace. Je vois pas mal de remarques où on me parle de il faudrait généraliser ces pratiques, etc. Après, le temps de préparation, alors évidemment, je partage ce point de vue, mais Je suis en d'accord. parlant du temps de préparation, etc., en amont, ça peut aussi effrayer. Euh, Quelle serait, d'après vous, la première étape pour passer d'un mode de pédagogie traditionnel à un mode de pédagogie adapté, personnalisé par quoi on pourrait commencer si on veut mettre en place une classe autonome avec ses étudiants? Bah, moi, je l'entends hein, tout à fait, le problème du temps que ça prend. J'ai plusieurs réponses à ça. La première, c'est que
une fois que vous avez fabriqué, certes, ça prend du temps, mais une fois que vous l'avez fabriqué, c'est fait. Et ensuite, vous gagnez en fatigue. Enfin, en fatigue, en énergie. Parce que moi, depuis que je fais de la classe autonome, je suis beaucoup moins fatiguée quand je sors de mes cours que quand je faisais du cours classique. Donc ça, c'est superbe. De deux, le bonheur de voir fonctionner une classe autonome, c'est incommensurable. Mais même moi, au bout de 3 ans, il y a des moments, je m'arrête, je me pose, je les regarde et juste, je kiffe. C'est extraordinaire, vraiment extraordinaire. Ensuite, quand vous voyez les notes augmenter, ça, c'est sublime. Et quand vous avez des élèves qui viennent vous dire, mais c'est génial, j'apprends, je comprends, grâce à vous, grâce à cette technique, grâce à vous, j'ai une super note à mon CAP, etc., ou à mon bac, parce que j'utilise aussi cette technique ici en soutien scolaire, en français, en philo, en maths, etc. Ça, voilà, c'est extraordinaire. Et deuxième chose que je dis, là, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle La Classe Autonome. Et en fait, il y a plein de profs qui font ça en France, qui ont déjà du matériel qui est créé. Et donc, l'idée, c'est qu'on la partage. Et c'est que vous allez sur le site, pour l'instant, on doit être 13 ou 14 dessus. C'est tout nouveau, mais c'est l'idée, si vous avez du matériel et que vous avez envie de le partager, bien sûr, on ne force personne, si vous avez envie de le partager et vous d'aller chercher d'autres ateliers qui sont, et ben partagez-les sur ce groupe. Parce que moi, là, j'ai un collègue dans un lycée qui est en train de faire tout le programme de lycée en classe autonome. Voilà, et il va le partager. Voilà, et je suis sûre qu'il serait ravi de le partager. Moi, sur mon site internet, vous avez tous les personnages de la Révolution française, tous les personnages du 19e siècle, les présidents de la République, toutes les définitions sur la guerre froide, etc. C'est en ligne. Alors oui, vous devrez toujours découper, plastifier, mais c'est déjà là, c'est déjà prêt. Et moi, je remercie les profs qui ont partagé à l'époque où j'ai créé, il y a 3 ans, des choses et qui m'ont permis de gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, mon idée aujourd'hui, c'est de faire fabriquer du matériel, d'arriver à faire des petites mallettes fabriquées déjà pour l'histoire-géographie et puis peut-être après pour d'autres matières, voilà, si on trouve des professeurs qui veulent le faire, de travailler avec des éditeurs pour faire des petites mallettes et former les enseignants, arriver avec la mallette et dire, bah voilà, vous aurez peut-être, au lieu de 50 heures, vous n'aurez peut-être plus que 25. Et on a déjà fabriqué le reste. Ok, donc le partage de bonnes pratiques et édition de matériel. Si je... Voilà, c'est en projet. Pour l'instant, c'est en projet. Il faut trouver. Voilà, c'est compliqué de faire Ok. éditer des choses comme ça, mais c'est en projet. Et pour moi, c'est ce qui va pousser les professeurs à le faire. Parce qu'effectivement, quand je forme des enseignants à cette pratique, il y en a beaucoup qui me disent mais ok, Juline, on est d'accord, on voit que ça fonctionne, on voit que c'est génial, mais on ne va pas passer 200 heures à faire des petits drapeaux. Donc, je comprends totalement. Donc, si on peut avoir au moins du matériel, pas tout, parce que chaque professeur va mettre sa patte aussi après. On ne peut pas amener tout le matériel à un professeur, c'est pas souhaitable. Mais voilà, si on a déjà quelques petites choses, ça peut être super. Et je sais qu'il y a des professeurs de maths, d'anglais, de physique, mais même dans les lycées pro, dans les CFA, dans les URFA, il y a des professeurs qui le font pour la coiffure, pour la cuisine, pour l'électrique. Ça s'adapte vraiment à toute matière, parce que c'est une philosophie en fait. C'est juste de se dire, je me mets en retrait, je fais des ateliers, je les crée pour que l'élève puisse apprendre tout seul, et à l'intérieur, je mets ce que j'ai envie qu'ils aient acquis comme compétences, comme connaissances, et ça s'adapte à peu près à tout niveau. J'ai un professeur, un formateur là, qui m'a contacté il y a quelques semaines, qui m'a dit, je le teste avec mes licences, et ça fonctionne super bien. Avec les BTS, ça fonctionne très bien. Oui, donc c'est déjà à l'enseignant de changer sa posture en fait et de se mettre C'est dans une autre. totalement ça. Ok, C'est ok. totalement ça, et ça prend du temps. Changer sa posture, ça prend du temps. Il y a un deuil à faire d'une certaine façon d'enseigner. Et moi, je ne suis pas arrivée à la classe autonome comme ça d'un seul coup. C'est des années et des années de réflexion, de remise en question. La première fois que j'ai eu un formateur qui m'a dit, il faut que vous arrêtiez de faire cours, je me suis braquée. Je dis non, moi j'adore faire cours. Donc non, je vais continuer. Et en fait, ce monsieur-là, il a planté une graine ce jour-là. Et je l'en remercie beaucoup, vraiment. Donc, Ouais. il y a un deuil à faire, il faut tester, il faut trouver ce qui est efficace, il faut trouver aussi ce qui nous va. Le but, c'est pas d'adapter, enfin, c'est pas de faire exactement comme moi je fais,
C'est que chaque professeur trouve par rapport à sa sensibilité, sa matière, son public, comment il a envie de le créer, de le faire. Un professeur qui travaille de façon extrêmement stricte, vous lui ferez pas d'un seul coup enseigner de façon très cool, et inversement, un professeur qui est très cool, il ne deviendra pas d'un seul coup un professeur très strict. Et on a besoin des deux. On a besoin de professeurs de tous horizons et de tout caractère, divers et variés. C'est ça qui fait la beauté de l'enseignement. Oui, ce que je comprends, c'est que l'enseignant garde sa personnalité avec ses traits de caractère, mais l'idée, c'est qu'il se positionne peut-être un peu plus comme un guide accompagnateur plutôt que comme quelqu'un qui ne transmet que du contenu descendant. Exactement, mais en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, ce que j'avais dit à ma directrice d'établissement quand j'ai créé la classe autonome, je lui ai dit, écoutez, aujourd'hui, la connaissance, elle est partout. Mhm. Tous les élèves, ils veulent savoir quelque chose, ils disent dis-moi, dis Siri ou OK Google, et la connaissance, elle est partout. Donc, nous, on va amener autre chose. On va amener comment aller chercher la connaissance, comment aller chercher l'exacte information, comment faire attention aux fake news, par exemple. C'est une éducation à l'esprit critique. On va apporter vraiment autre chose. Et pour moi, c'est plutôt un guide aujourd'hui, l'enseignant. En tout cas, moi, je le fais comme ça. Et c'est vraiment voilà, de changer cette posture, de plus être que dans la verticalité, même si on l'est quand même dans cette partie de cours, hein, on la garde, mais après dans l'autre partie, on est à côté, on regarde, on les aide, on leur explique, on voit l'élève qui est un peu plus en difficulté, et du coup on a du temps à lui consacrer. Mais c'est vraiment cette posture de dédramatiser aussi. Au début, moi quand ils arrivent dans mes classes, ils ne comprennent pas qu'ils ont le droit de se tromper. Ils n'osent pas lever la main pour répondre à des questions. Je leur dis, mais c'est une école ici, vous êtes là pour vous tromper. C'est en vous trompant que vous allez apprendre. Et il y a une citation de Yoda au-dessus du tableau qui est l'échec est le meilleur des maîtres. Je leur dis, mais vas-y, trompe-toi, essaye, t'effaces, c'est une planche effaçable, tu refais, c'est comme ça que tu vas apprendre. Et ça leur fait bizarre, puisqu'ils disent, on m'a jamais dit ça. Ouais, donc c'est Donc, la c'est voilà, culture. cette posture-là d'encouragement, de les laisser, de ne pas les laisser tomber aussi, parce qu'il y a des élèves qui vont avoir du mal au début avec la classe autonome. Ça, c'est vrai. Il y a des élèves pour qui l'autonomie, c'est compliqué. Et de les accompagner, de ne pas les laisser tomber, de comprendre voilà, pourquoi c'est compliqué pour eux. Mhm. C'est important. Et puis, la posture de l'enseignant, pour moi, aujourd'hui, moi, je travaille avec des adolescents, donc ce qui est important pour moi, c'est de les responsabiliser. Donc, la classe autonome, c'est aussi des règles. C'est pas que des libertés. Donc, il y a un responsable tous les jours, des poubelles, du matériel, des tables et des chaises. Et si Mhm. c'est pas rangé à la fin, je sors, je vais les chercher dans la cour de récré, je dis tu reviens. Parce que tu étais responsable des chaises et c'est n'importe quoi dans la salle. Donc, ils sont responsables. Et puis, on a monté une association avec les élèves et c'est eux qui sont responsables de l'association. C'est eux qui gèrent la trésorerie, c'est eux qui gèrent la communication, c'est eux qui gèrent les réseaux sociaux. Et moi, j'ai vu des élèves se révéler. C'est-à-dire des élèves dans la salle des profs, j'entends tous les profs dire oh là là, il est mou, il veut pas faire, hein, il nous ennuie, etc. Et c'est le premier à venir une demi-heure avant l'ouverture du CFA pour venir faire l'association des élèves. Mhm. Comme quoi, la responsabilité, ils aiment ça, c'est des adolescents, ils ont besoin de ça. Il faut se souvenir ce que c'était d'être adolescent et d'avoir cette rage d'indépendance chevillée au corps et ils ont envie qu'on leur donne des responsabilités. Donc ça fonctionne très bien. C'est génial. On me demande un parallèle avec l'entreprise. Y a-t-il des pratiques que nous pourrions reprendre en entreprise pour rendre plus accessible la connaissance et favoriser une meilleure montée en compétences? Je sais pas si. Ça dépend des entreprises, mais oui, je pense que pour la formation Mhm. en entreprise, oui, il y a des choses qu'on peut reprendre, il y a des ateliers qu'on peut refaire, les flashcards, en vrai, ça s'adapte à tout. S'il y a bien un atelier qui s'adapte à tout, c'est vraiment ça. Euh, Moi, j'ai travaillé pendant longtemps chez Decathlon, j'avais beaucoup de formations, j'ai, je me suis beaucoup inspirée de ce que j'ai vu des formateurs en entreprise. Pour moi, les formateurs en entreprise, ce sont des vrais pédagogues. Mais vraiment, ils font des choses incroyables. On devrait beaucoup s'inspirer d'eux dans l'éducation nationale, je trouve. Moi, ma maman est formatrice en entreprise aussi, et il y a beaucoup de choses, c'est elle qui me l'a enseigné, de faire des choses percutantes, de faire des choses intéressantes. Ma mère m'a toujours dit, si tu vois les gens en face de toi bâiller, t'as perdu, quoi.
Donc, faut que tu ailles les chercher, quoi, avec d'autres choses. Oui, puis Mais après, ça va dépendre des entreprises. Ça va vraiment encore une fois, il faut voir. Il faut voir, il faut regarder avec l'œil, voilà, de la classe autonome, comment ça peut s'adapter. Oui, puis ça peut dépendre de la culture et du secteur d'activité de l'entreprise. Mais quand j'écoute ce que vous me dites, Complètement. peut-être que dans la philosophie à adopter par l'enseignant, peut-être qu'il y a une philosophie similaire qui peut être adoptée par le manager aussi avec ses équipes. En termes de responsabilisation, de droit à l'erreur, etc. J'imagine aussi pas mal de parallèles dans la posture. Mais de toute façon, apprendre en laissant faire les gens, c'est valable à tout âge. Mhm. C'est valable aussi pour les adultes. Apprendre en faisant. Mais je veux dire, je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous vous souvenez de la définition de thermidorien? Personne s'en souvient. Par contre, si je vous demande, est-ce que vous vous souvenez l'exposé que vous avez fait au collège? Vous pouvez m'en parler? Mais là, tout le monde va me dire, ah ouais, j'avais fait un exposé sur les volcans. Ah, je m'en souviens encore. Du coup, il y a 2 types de volcans explosifs, etc. Enfin, on a tous, on le sait qu'on retient ce qu'on fait et ce qu'on enseigne et en faisant. Mais quand on enseigne, on oublie. On se met devant sa classe parce que c'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on a vu. On a vu ça toute notre vie, donc on fait comme on a vu, quoi. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut remettre au cœur la formation de l'enseignant et former réellement les enseignants à la pédagogie, à la psychologie, aux neurosciences, aux sciences cognitives, aux troubles de l'apprentissage. Moi, la première fois que j'ai eu ma formation sur la dyslexie au bout de 10 ans d'enseignement, je me suis décomposée. La formatrice, elle m'a regardée, elle me dit, ça va? Je dis, bah non, ça fait 10 ans que je fais n'importe quoi, en fait, voilà, mais je ne le savais pas, parce que je ne savais pas que ce que je faisais là, un élève dyslexique ne pouvait pas le faire, en fait. Donc, j'ai dû tout rechanger, et encore, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont dans mes cours, qui sont pas adaptées encore, qu'il faut que je rechange. Et il y a plein de choses, plein d'erreurs qu'on fait, et j'en fais encore plein. À chaque fois que je vais dans un congrès ou dans une conférence, je ressors, oh mon Dieu, il faut que je refasse tout, j'ai tellement de choses encore à apprendre, à refaire, etc. Il faut former absolument, absolument les enseignants, mais les former correctement. Parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai un professeur d'histoire qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, voilà, moi j'ai eu une formation dans mon lycée. Le thème de la formation, c'était l'individualisation. Donc le formateur vient, on est d'accord, c'est un spécialiste de l'individualisation. La Mhm. première chose qu'il leur a dite, c'est laissez tomber, l'individualisation au lycée, c'est impossible. Donc voilà, aujourd'hui, on paye des formations aux professeurs, et c'est ça la formation. Je me dis, comment c'est possible? Comment ce formateur ne peut pas être au courant des classes inversées, des classes renversées, des classes autonomes, Comment c'est possible? Ouais. Et là, la semaine dernière, j'ai rencontré des jeunes élèves, des jeunes étudiants qui sont en train de passer le CAPES. Je leur dis, OK, c'est quoi maintenant le CAPES par rapport à quand moi je l'ai passé? Qu'est-ce que vous avez réellement comme formation pédagogique? Mhm. Ils me disent, bah, on en a un peu, mais en vrai, c'est Ouais. pas dingue, quoi. Est-ce qu'on nous explique la psychologie? Est-ce qu'on nous explique le fonctionnement du cerveau? Est-ce qu'on nous explique comment fonctionne la mémoire? Est-ce que nous explique comment gérer la violence? Non, on vous demande de citer les papes du XVIe siècle dans l'ordre surtout et de ne pas en oublier un seul. Et c'est Mm. ça qui va faire qu'on va vous dire, c'est bon, vous pouvez enseigner. Vous serez l'année prochaine, même pas dans 2 mois, dans une classe de 5e dans la banlieue de Bordeaux et allez-y, quoi. Mm. Je vois que vous Donc, faites déjà. voilà, moi aujourd'hui, je milite vraiment pour ça, pour une vraie formation, pour qu'on devienne, nous tous, les enseignants, des spécialistes, des experts de l'éducation, et qu'on soit reconnus en tant que tels, du coup. Que vraiment, quand il y a un problème d'éducation, on ait les réponses. Parce qu'aujourd'hui, moi, sur certains élèves, j'ai pas les réponses. Moi, j'ai des élèves avec des gros handicaps, je suis pas orthophoniste, parfois, je suis perdue. Et il y a une vraie formation à avoir sur ça aujourd'hui. J'en suis convaincue, et je vois tous les jours des choses aberrantes par manque de formation. Mais vraiment, tous les jours en soutien scolaire, je vois des choses hallucinantes. Des élèves qui arrivent et qui me disent, j'ai une dissertation à faire, mais personne ne m'a jamais expliqué. Ou des Mm. élèves qui me disent, bah, j'ai des exercices à faire en maths, euh, je dois faire le théorème de Thalès. Ok, déjà, c'est compliqué. On voit que l'élève, il bataille avec Thalès.
Et on se dit, bon, bah, il faut qu'il en fasse encore 2, 3, 4, 5 pour que ça... Et il me dit, non, mais j'ai un autre exercice à faire, OK? Les fonctions. Mais qui fait ça? D'où c'est pédagogique de faire ça, en fait? Je ne comprends pas. Et je vois ça tous les jours, tous les jours. Mais c'est pas, je jette pas la pierre du tout parce que moi-même, je fais des erreurs et par manque de formation. Je dis juste, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut changer la formation des enseignants et en faire vraiment des experts de l'éducation et pas seulement des experts de leur domaine. C'est pas parce que vous avez étudié Molière pendant 5 ans que vous êtes capable d'expliquer à un élève de première comment faire une dissertation. Et je vois que vous faites énormément de choses déjà, mais on me demande aussi si vous faites justement de la formation pour les enseignants. Oui, Oui? oui. Je commence. Donc je me déplace en établissement sur demande du chef d'établissement. Sur demande du chef d'établissement, je me déplace. Je commence dans 2 semaines. Je vais à Orléans. Et puis après, je vais dans l'Eure-et-Loir, je vais en Belgique, qu'est-ce qui m'a demandé? Gap. Qu'est-ce que j'ai eu là? Il y a Amiens qui m'a demandé ce matin. Voilà, je me déplace selon les disponibilités que j'ai dans mon emploi du temps. C'est 2 jours de formation. C'est 2 jours de formation à la classe autonome. Et où là, vraiment, je peux accompagner les enseignants. Je leur demande de venir justement avec un cours pour que je vois et je puisse leur dire, bah voilà, ça, on peut le mettre sous tel atelier, comme ci, comme ça, etc. Et je leur fais vivre la classe autonome surtout. Donc, ils voient ce que c'est, ils la vivent de l'intérieur. Donc, ça, je fais sur demande du chef d'établissement. Tout ça, vous l'avez sur le site internet. Et il y a un autre site qui va vraiment être consacré que à ça, qui est en train d'être... il n'est pas encore en ligne, mais on travaille dessus, qui va s'appeler laclasseautonome.fr. Donc ça, c'est pour les établissements. Et je fais aussi de la formation pour les professeurs qui veulent se former à titre personnel. Donc, je fais des devis si vous voulez le faire financer par votre établissement. Voilà. Et la prochaine formation, c'est au mois d'avril à Paris. Ok. Et il y en a une autre à Paris au début juillet. Alors, par contre, les formations sont toujours pendant les vacances. Parce que je travaille au CFA le reste de l'année et que je suis dans mon agence de soutien scolaire le reste du temps, donc je suis obligée de faire des formations pendant les vacances. Donc, il faut accepter de faire la formation pendant les vacances. Ok. Je vois qu'il est déjà 19h01, on arrive un petit peu à la fin, mais j'ai encore pas mal de questions de la part de tous les participants. Je pense qu'on pourrait encore rester là 5 heures. Je vais en poser une ou deux dernières si ça vous va, Juline. Je vois pas mal de questions sur l'évaluation. Comment est-ce que vous évaluez les apprenants après sur la correction aussi? Vous parliez pas mal d'autocorrection. Vous disiez qu'il y avait quand même des contrôles après. Comment ça se passe? Bah, ça, c'est pour les ateliers. Les ateliers, c'est en autocorrection, mais à la fin de chaque chapitre, il y a un gros contrôle. Il y a un gros contrôle sur table, individuel, avec un peu de tout ce qu'on a vu dans le chapitre, tout ce qu'ils ont vu dans les ateliers. Et c'est là que j'ai vu les différences, parce que quand j'ai commencé à faire de la classe autonome, par rapport au chapitre des années d'avant, j'ai vraiment vu que les élèves apprenaient beaucoup mieux, beaucoup plus, retenaient beaucoup plus de choses. Et c'est pour ça que je dis toujours que la classe autonome, certes, c'est ludique, il y a un aspect de liberté, mais c'est pas en contradiction avec l'exigence. Pas du tout, au contraire, on les emmène plus loin, ils apprennent plus de choses. Non, l'évaluation, c'est une évaluation tout à fait standard, là, pour le coup, un devoir sur table, surveillé à la fin de chaque chapitre. Et puis, je leur fais passer des petits oraux aussi, parce que moi, les CAP, leur épreuve à la fin de l'année, elle est orale. Donc, ils font des petits oraux blancs à certains moments dans l'année. Voilà, on travaille comme ça. Et puis, ils ont la phase de vérification à tous les cours. Ils ont la petite évaluation à chaque cours qu'on fait sur téléphone. Donc ça leur fait aussi des notes et ça leur permet de réancrer les choses au fur et à mesure. Au bout de 3 semaines, on refait les mêmes questions, les mêmes choses. Ça, je le fais avec Kahoot. Ok. Voilà. Est-ce qu'ils ont une trace écrite après chaque atelier des notions qui ont été étudiées? Oui, ils prennent en fait, ils ont la trace écrite du cours. Et après, les ateliers, ils les prennent en fait. C'est-à-dire quand c'est une étude de document, bah, ils prennent. Quand c'est un document avec des choses à souligner, ils prennent. Quand c'est des questions, un document avec des quiz sur le téléphone, bah, ils ont le QR code, ils ont le document, ils prennent. Et quand c'est de la manipulation, les flashcards, je les mets toutes sur l'application Quizlet. Donc j'ai des élèves qui préfèrent faire en flashcard manuel et j'ai des élèves qui préfèrent Quizlet parce que ça les encourage, parce que c'est
il y a l'algorithme qui vérifie qu'ils ont compris, etc. Donc, ils préfèrent ça. Le seul truc que j'ai pas mis, pour l'instant, que j'ai pas en numérique, c'est les drapeaux. Le fait faut que je trouve un site qui me plaît où on puisse mettre des choses comme ça, peut-être avec Geniali, je vais voir, pour le refaire. Mais oui, ils ont tout le temps une trace écrite. Et du coup, ce que j'ai fait pour les drapeaux, c'est qu'ils ont toujours la carte à côté et ils reprennent la carte et ils réécrivent toutes les villes qu'ils ont placées et ils repartent avec ça. Et donc, en fait, en classe autonome, ils ont une grande pochette. Chaque chapitre, c'est une couleur différente. Donc, chapitre jaune, tous les ateliers jaunes et ils mettent tout dans la pochette parce que sinon, au bout d'un moment, ils ont tellement de feuilles, ils se perdent. Donc, on a fait avec des codes couleurs. Chapitre jaune, chapitre bleu, chapitre vert. Ok. Mais oui, bien sûr, il y a une trace écrite, bien sûr. Et enfin, il y a pas mal de questions aussi sur les réfractaires à ces méthodes. Alors, est-ce que vous avez déjà croisé des personnes réfractaires à vos méthodes? Et aussi, quelles ont été les réactions des parents, des inspecteurs, etc. Les parents sont ravis. Ok. Les parents sont ravis. Leurs élèves sont contents d'aller en cours. Ils ont des meilleures notes. Il n'y a plus de problème de discipline. Ok. Que demande le peuple? Les parents, ils sont super contents et en soutien scolaire, les parents sont toujours ravis. J'ai même des élèves qui continuent à venir alors que je leur dis non, mais il n'y a plus besoin. Ils me disent ah oui, mais il est tellement content de venir chez vous et tout. Bon, d'accord. Donc, voilà. Les réfractaires à cette méthode. Le problème, c'est que souvent, les réfractaires, ils viennent pas me le dire directement, donc je ne sais pas pourquoi ils sont réfractaires. Et je ne peux pas vraiment débattre avec eux sur pourquoi ils sont réfractaires et leur montrer, en fait, la chose qui peut être, que j'ai pu avoir, c'était les personnes qui m'ont dit, oui, mais c'est que du ludique. Du coup, est-ce qu'ils apprennent vraiment? Est-ce que donc là, oui, en fait, c'est pas que du ludique. Il y a beaucoup de choses qui sont aussi du dépassement de soi, hein. Quand on commence à apprendre la dissertation, c'est du dépassement de soi, c'est difficile, c'est pas que voilà. Moi, je leur apprends à faire en français. Ici, tous mes élèves en première pour le bac de français, je leur apprends la dissertation et à la fin de l'année, ils me sortent des 16 ou des 17. Donc, c'est pas juste, on n'est pas juste sur du ludique. Je leur amène vraiment des compétences, quoi. L'autre chose que je peux avoir, la critique que j'ai pu avoir, c'était oui, mais la vie, c'est pas un jeu. Bah si, pour moi, la vie, c'est un jeu. Mais ça, c'est une vision de la vie, c'est une vision philosophique. Donc là, je peux rien changer. Si vous Ouais. estimez que la vie n'est pas un jeu, bah écoutez, c'est pas grave. Moi, j'estime que c'est un jeu. Mais après, par contre, moi, dans ma classe autonome, j'ai voulu aussi leur apprendre la rigueur. Il faut ranger les ateliers, il faut les mettre au bon endroit, il faut faire attention au bruit, il faut respecter son camarade à côté qui ne fait pas le même atelier en même temps que moi. Quand j'écoute une vidéo, je mets mes écouteurs parce que tout le monde n'écoute pas la vidéo au même moment. Donc, il y a aussi cet apprentissage du respect, de la solidarité, des règles. Enfin, oui, la vie, c'est pas toujours que rigoler aussi. Et donc, ils apprennent ça aussi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme critique? On m'a souvent dit oui, mais ça fonctionne parce que vous êtes en CAP. Bah, faux, puisque je le fais avec des terminales en philo, en français, en maths, et que les personnes qui le testent dans le supérieur me disent que ça fonctionne super bien. Oui, mais ça fonctionnerait pas dans des grosses classes. Bah, moi, j'ai des classes de 30 avec des élèves, là, il y a 25% qui sont dyslexiques, 25% qui ne parlent pas correctement le français, ça fonctionne. Je ne dis pas que ce n'est pas du sport. Je ne dis pas que vous ne sortez pas à un moment donné dans des classes comme ça où il faut faire tous les ateliers en même temps et qu'au début, il faut qu'ils apprennent l'autonomie, donc c'est un peu physique, mais une fois qu'ils ont compris, ça fonctionne très bien. Alors, les inspecteurs, je ne peux pas vous dire parce que je n'en ai pas vu. Donc, je ne sais pas. Mais ce que je dis aux personnes qui vont se faire inspecter et qui font cette technique-là, c'est que en vrai, moi, quand je l'ai créé, j'ai pris les référentiels et j'ai essayé de rentrer absolument dans les référentiels. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire. Enfin, ça respecte les programmes, ça respecte ce qu'il faut faire pour l'examen, ça respecte les connaissances, le socle de compétences, enfin, ça respecte tout, en fait. Donc, je ne vois pas ce qu'un inspecteur pourrait dire à ça, mais s'il y a des inspecteurs qui nous écoutent ou qui ont des choses, ça m'intéresse beaucoup parce que ça me permet de progresser.
Mais je Ok. n'ai pas vu d'inspecteur. Par contre, je peux vous dire que tous les journalistes qui sont venus filmer la classe autonome et tous les gens qui l'ont vu fonctionner sont tous unanimes. Ok. Vraiment. Et comment vous avez fait ces derniers temps, notamment avec la crise qu'on a traversée et pas mal de cours qui sont passés à distance? Est-ce que vos ateliers ils sont permutables à distance ou ça va être compliqué, non? Compliqué. Ouais, c'est Ouais. très compliqué et ça a été très frustrant parce que je passe quand même des heures, des centaines d'heures à préparer des ateliers et quand on a dit on ferme les écoles, j'ai dit oh là, j'ai passé 150 heures à faire des trucs, je vais pas pouvoir les tester. J'imagine. Donc en fait, c'est là que j'ai fait les cours en vidéo. C'est là que j'ai mis tous les cours en vidéo. Donc ils ont tous les cours en vidéo et j'ai essayé de mettre le plus possible d'ateliers en ligne pour qu'ils puissent les faire en ligne. Donc tout ce qui est études de documents, quiz sur téléphone, tout ça on a pu le mettre en ligne. Ce qui leur a manqué, c'est la manipulation. Et donc, les flashcards étaient quand même sur Quizlet. Mais voilà, c'est sûr qu'ils n'avaient pas la réalité virtuelle et qu'ils n'avaient pas. Il y a certains ateliers qu'on n'a pas pu faire. Mais oui, vraiment, c'est une pédagogie de la manipulation et du concret. Donc, elle ne s'adapte pas au distanciel, très peu, très mal en tout cas. Enfin, c'est pas son D'accord. objectif. C'est pas son Mhm. objectif. Pour le distanciel, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des vidéos que j'ai pensé pour le distanciel. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs quand on est passé en distanciel, quand l'éducation nationale nous a dit non mais c'est bon, on est prêt, on a des ordinateurs, on a des connexions. Mais j'aurais dit mais attendez, mais pensez qu'un cours qui a été pensé pour être fait en présentiel peut se mettre en distanciel juste parce que vous avez un ordinateur, c'est nier l'existence de la pédagogie. Mhm. Oui. Moi, je le vois bien, parce que là, je suis en train d'écrire des petits manuels pour les CAP, etc., que je pense, je me dis, l'élève, il est tout seul chez lui, il est en distanciel. Je ne l'écris pas du tout de la même façon que quand je fais ma classe autonome et que je sais que je suis à côté. Mhm. La pédagogie est complètement différente. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, un immense merci, Juline. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on pourrait y passer la nuit. Bah, du coup, je vous invite tous à rejoindre éventuellement le groupe Facebook dont parlait Juline. C'est la classe Ouais, autonome, la c'est classe ça? autonome. Ouais, la Ok. classe autonome. Sur le site internet, vous allez trouver vraiment plein de choses. Vous tapez Juline Anquetin-Rowe dans Google, vous allez le trouver. C'est un site Wix, c'est Wixsite. Vous allez le trouver. Vous avez la page Instagram. Sur la page Instagram, je mets beaucoup de photos et du coup, les gens, ça leur permet de voir ce que c'est, la classe autonome, de voir les ateliers. Vraiment, on met beaucoup, beaucoup de photos sur Instagram avec les élèves. Euh, Et puis sur YouTube, vous avez les vidéos, voilà, Instant Pédagogie, qui vont vraiment vous aider. Et puis voilà, sur le site internet, il y a une petite page formation si vous êtes intéressé par les formations, si votre établissement veut que je vienne, bah, voilà, je vous fais un devis et puis je viens 2 jours chez vous. Et puis On si vous pourra voulez le peut-être faire à titre organiser, personnel, vous pouvez aussi. on pourra peut-être organiser un petit atelier à la Why Not Factory. Je pense que ça en intéressera plus d'un. Donc, Avec plaisir. je garde bien Voilà, en moi tête. aujourd'hui, mon objectif, c'est ça. Aujourd'hui, mon objectif, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai participé au Global Teacher Prize, hein. C'était vraiment pour diffuser cette méthode, Mhm. pour avoir une voix qui porte sur cette méthode, parce que j'en ai la preuve au quotidien, tous les jours, que ça sauve des gamins. Que les professeurs aussi, ça nous fait du bien de travailler comme ça, que vraiment ça enlève des tensions, ça enlève plein de choses. C'est bon pour tout le monde. Et j'en ai la preuve vraiment au quotidien. Humain, enfin, j'ai des résultats humains et chiffrés, mais l'humain, c'est un bonheur de voir les élèves comme ça. C'est super. Donc, c'est J'imagine. l'objectif, c'est la diffuser, la diffuser, la diffuser. C'est bien noté. Bah, merci pour ce grand bol d'inspiration en espérant que ça crée des déclics. Et bah, moi, je vous mets dans le chat, je vous remets mon mail, mon adresse, enfin la Why Not Factory, etc. Si jamais vous voulez poursuivre les échanges, éventuellement entrer en contact avec Juline, etc. Je peux faire des mises en relation. Merci infiniment, Merci à Juline. vous C'était tous. Merci passionnant. d'avoir été si nombreux. C'est juste incroyable. Ouais. C'est génial. Ça me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir de l'éducation en France. C'est super. Merci à tous J'ai vu un de petit m'avoir message écouté.
invité. J'ai vu un petit message passer demandant s'il y a des entrepreneurs qui veulent se lancer dans la création justement de matériel et de boîtes à outils. Voilà, gardez-le en tête. Nous, on vous accompagnera à la Why Not Factory et puis Juline sera ravie aussi. Ah Donc, oui, toujours. eh ben, merci à une toutes et à passion, c'est une tous. passion. Bah, Merci, c'est bonne soirée à tous. Merci. très Merci belle beaucoup à soirée à vous. tous. Au revoir. Merci.